On en parle tout de suite parce qu'à partir de demain, le monde de l'intelligence artificielle se réunit à Paris. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui réunit à peu près tout le monde de l'IA à Paris. Pourquoi à Paris? Que pèse la France? Est-ce qu'elle peut rattraper son retard sur la Chine et les États-Unis? Et qu'est-ce que l'IA va changer à notre vie? On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Vous représentez SIA Partners. David Martineau, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes le directeur général adjoint de SIA Partners précisément et responsable de l'IA. Alors avant, on va revenir sur une définition, c'est important. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en une phrase à peu près? Je ne sais pas si c'est facile en une phrase, mais on va dire que quelque part, c'est une capacité d'un outil, type outil informatique, à avoir un raisonnement comme celui des humains. Alors, il y a longtemps, on avait fait des définitions, d'ailleurs, ce qu'on appelle le test de Turing, du nom de celui qui avait décodé la machine Enigma, qui consiste à dire, vous mettez un humain dans une salle, dans une pièce à côté, de façon sombre, vous mettez quelqu'un qui soit un homme, soit une intelligence artificielle. Et si le premier humain, en posant des questions à cette salle obscure, n'est pas capable de distinguer s'il s'agit d'un humain ou d'un ordinateur derrière, c'est qu'on a vraiment une intelligence artificielle. Et là, on y est arrivé. Voilà, donc des ordinateurs beaucoup plus puissants qui répondent à des questions beaucoup plus complexes et en très peu de temps, beaucoup de puissance de calcul aussi. Qui domine la course à l'IA aujourd'hui? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la Chine? Clairement, ce sont les États-Unis pour moi. Même si effectivement la Chine a fait des progrès spectaculaires, on a entendu parler effectivement du modèle DeepSeek récemment, qui finalement arrive à reproduire à peu près les performances des meilleurs modèles américains. En 100 fois moins cher. En 100 fois moins cher, avec néanmoins quelques, obscurité peut-être sur la façon dont ils l'ont entraîné, mais aussi quelques inspirations qui viennent à la fois de sujets américains ou de français. Quand on décode ce qui a été fait par DeepSeek, en plus comme c'est un logiciel ouvert, on peut le décoder assez complètement. On voit qu'ils se sont inspirés notamment d'un français Mistral, dont on entend parler. Voilà. Et donc pour la façon d'entraîner leur modèle. C'est pas étonnant qu'il y ait cette course, cette marche en crabe où les uns avancent, les autres suivent, les autres se répètent, et on va arriver à des progrès réguliers. De ces modèles, de ces outils, c'est évident. Voilà, là, la Chine a fait une grosse annonce parce que sûrement on ne s'y attendait pas. De la même façon qu'on ne s'attendait pas exactement à la sortie de ChatGPT en grand public en fin 2022. Mais on peut dire aujourd'hui que les Américains ont quand même un temps d'avance dessus. Alors la France, dans tout ça, puisqu'après tout, c'est à Paris que le monde de l'IA se réunit. Parlons d'abord de Mistral, vous venez d'en parler. C'est une licorne française, une entreprise qui pèse combien à peu près? Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle peser? Je ne sais pas si c'est la taille de la valorisation de l'entreprise ou ce qu'elle pèse. En fait, on entend énormément parler, notamment en France, plus qu'aux États-Unis. Nous, on a des activités des deux côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, les Américains les voient pas forcément comme des concurrents de ces gros modèles. Alors, aux US, on parle beaucoup d'OpenAI, celui qui a créé ChatGPT. On parle aussi beaucoup d'Anthropic, le modèle s'appelle Claude, non français, mais l'entreprise n'est pas du tout française. On entend moins parler de Mistral. Pour autant, Mistral a des vrais atouts, une équipe technique fantastique, des progrès et des façons de travailler qui ont été très bonnes. Ils viennent de sortir le chat. Voilà. C'est quoi le chat? Alors, le chat, c'est la version grand public de leurs outils. De la même façon que finalement ChatGPT dont on a entendu parler. Donc je pose une question au chat et le chat me répond. Et le chat vous répond de la même façon que ChatGPT vous répond. C'est le ChatGPT de cet outil. Donc avant, finalement, Mistral s'occupait des modèles qui étaient derrière. De la même façon qu'OpenAI a ses modèles à lui qu'on appelle GPT-4, GO1, etc. et autres. On avait des modèles de Mistral. Maintenant, la version grand public. Alors maintenant, parlons des États-Unis, parlons de la Chine et parlons de la France. Vous avez dit, Mistral n'est pas encore considéré comme un concurrent par les géants américains. Est-ce que la France a des atouts pour rattraper ce qui semble être un retard? Alors, en fait, il y a plusieurs façons de prendre ce sujet-là. Pour moi, un des points très importants, c'est celui de voir les compétences, de regarder les compétences. Aujourd'hui, nos compétences françaises en termes de mathématiques, de capacité donc à produire ces modèles, à inventer cette façon de faire cette intelligence, ces compétences, elles sont exceptionnelles. Les Français sont réputés nuls en maths en moyenne. En revanche, ils ont les meilleurs mathématiciens. C'est un paradoxe très français. C'est un paradoxe très français, un écart qui est énorme, effectivement, et des classements, on n'arrête pas de parler de classements PISA où on régresse d'une année à autre. Mais les meilleurs sont excellents et même considérés comme excellents par le monde entier, y compris par les Américains. Vous parliez il y a 2 secondes, là, il n'y a pas aucun débat. Si vous allez aux États-Unis, vous verrez que les mathématiciens et les statisticiens français, des data scientists, comme on les appelle, sont considérés comme excellents. Si on a des mathématiciens, ça veut dire qu'on a de quoi bâtir une industrie autour de l'intelligence artificielle. On a de quoi bâtir une industrie autour de l'intelligence artificielle. Reste à savoir si ces mathématiciens vont finalement fuir
et aller là où ils sont mieux payés, ou s'ils vont et là où ils peuvent trouver peut-être des capacités à être entourés de ressources d'innovation, aussi bien d'infrastructures techniques. Des data centers comme on les appelle, que d'écosystèmes de. Donc il faut les garder, c'est aussi tout l'enjeu de ce sommet à partir de demain. Exactement. J'ai une dernière question. Des chercheurs du FMI ont révélé par une enquête que près de 40% des emplois dans le monde, d'après eux, seraient impactés de près ou de loin par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle peut mettre 40% des travailleurs d'aujourd'hui au chômage demain s'ils ne se renouvellent pas? Alors la réponse est non. Moi je vois beaucoup plus l'intelligence artificielle comme une capacité à augmenter les travailleurs tels qu'ils sont. Évidemment, s'il y a des impacts différents d'un métier à l'autre, je crois qu'il y a beaucoup d'études qui sortent dans tous les sens. Et selon moi, finalement, ça va quand même augmenter la capacité à avoir de la productivité haute et ça va augmenter la capacité des entreprises à créer de l'emploi et non pas en détruire. Donc à mon avis, la question, il ne faut pas se la poser sous la forme est-ce que je vais perdre mon emploi à cause de l'IA? C'est plutôt de dire combien est-ce qu'on va perdre d'entreprises pour celles qui ne vont pas aller se mettre à l'IA, alors que tout le monde, ça va devenir le standard de tout le monde. Allez-y tous, en quelque sorte, et allez aussi à ce sommet à partir de demain. Merci David Martineau. Merci. Vous êtes directeur général adjoint, je le rappelle, de SIA Partners et responsable de l'intelligence artificielle pour SIA Partners.